Je vais vous présenter désormais notre conférencier de ce soir, donc François Host. François Host est né en 1952, il est juriste, il est professeur ordinaire aux facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles. Il est également professeur associé à la faculté de droit de Genève. Son parcours, donc de 1975 à 1992, il est assistant chargé de cours, professeur aux facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles. De 1982 à 1993, doyen de la faculté de droit des facultés universitaires Saint-Louis. En 1989, il est fondateur et co-directeur du CEDRE, Centre d'études du droit de l'environnement, rattaché aux facultés universitaires Saint-Louis. En 1993, il est co-directeur du séminaire interdisciplinaire d'études juridiques des facultés universitaires Saint-Louis. En 1997, professeur invité à la faculté de droit de Genève et à l'Université catholique de Louvain. En 1999, il est président du corps académique des facultés universitaires Saint-Louis. Ses spécialités, donc François Host a travaillé sur la philosophie et la théorie du droit, sur la philosophie des droits de l'homme et sur les fondements du droit de l'environnement. Parmi ses travaux récents, il s'est intéressé au rapport entre le droit et la littérature. Concernant sa bibliographie, il est l'auteur de nombreux ouvrages et articles dans des revues spécialisées nationales et internationales. Il a publié notamment plusieurs ouvrages, dont d'ailleurs vous pouvez retrouver une bibliographie très complète à l'extérieur de l'amphithéâtre. Donc notamment Droit, mythe et raison en 1980. Autre ouvrage, Jalons pour une théorie critique du droit en 87. La nature hors la loi, l'écologie à l'épreuve du droit aux éditions La Découverte en 95. Autre ouvrage, Le temps du droit chez Odile Jacob en 99. Et il a dirigé plusieurs ouvrages, parmi lesquels notamment Lettres et lois, le droit au miroir de la littérature, publication des facultés universitaires Saint-Louis en 2001. Il est co-directeur de la collection Droit et Société à la Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence à Paris et co-directeur et responsable de la rédaction de la revue interdisciplinaire d'études juridiques. Il est directeur de l'Académie européenne de théorie du droit. Il est président honoraire de l'Association internationale de sémiotique juridique. Il est membre du Conseil supérieur de la langue française, membre du Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable, membre de la Fondation Perelman et docteur honoris causa de l'Université de Nantes. François Host, je vous cède donc la parole pour une 50aine de minutes, après quoi nous aurons 20 minutes de débat avec le public. Je vous remercie. Je remercie les organisateurs de l'Université de tous les savoirs de la confiance qu'ils me font en m'invitant et je vous remercie, Madame, des paroles particulièrement aimables que vous venez de prononcer. Je voudrais dire aussi le plaisir que j'ai de m'adresser à vous ce soir dans le cadre de cette tribune prestigieuse de l'Université de tous les savoirs et ce, pour vous entretenir d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, les rapports du droit et de la littérature. Sans doute d'aucuns considèrent-ils que le droit est exclusivement affaire de juristes, qu'il relève d'une manière de gestion normative dont seuls les clercs possèdent les formules et que toute intrusion des profanes dans ce champ du droit dit positif n'est précisément que littérature. Je crains bien que cela ne s'intéresse guère au dialogue auquel je veux les convier ce soir. Si en revanche on pense avec d'autres que le droit entretient un rapport essentiel avec l'institution imaginaire de la société, pour parler comme Castoriadis, qu'il touche à l'institution de l'humain, pour parler comme Pierre Legendre, et qu'il contribue de façon essentielle à la constitution d'un ordre symbolique partagé, pour employer cette fois le vocabulaire de Paul Ricoeur, en un mot qu'il appartient au droit de dire les valeurs collectives d'une société et de fournir des repères aux individus, alors on comprendra que le rapprochement du droit et de la littérature n'est pas fortuit. Loin d'apparaître comme une passion d'érudit ou un passe-temps humaniste pour juristes en quête d'un supplément de poésie, ce détour littéraire pourrait bien nous mener au cœur de la fabrique du droit, pour utiliser cette fois les termes d'un ouvrage récent de Bruno Latour. Du reste, un important courant, droit et littérature, s'est développé aux États-Unis avec son cortège de revues, de colloques et d'enseignements universitaires. En France et en Belgique, cette approche reste encore embryonnaire, bien qu'on enregistre ci et là les premiers frémissements d'intérêt. Mais ce qui est réjouissant, c'est que ces premières recherches
aussi discrète soit-elle, procède de l'intérêt croisé de littéraires et de philosophes aussi bien que de juristes. De fécondes rencontres interdisciplinaires sont ainsi rendues possibles, déjouant le risque inhérent à toute entreprise interdisciplinaire de ce genre, le risque de surdétermination d'une discipline par l'autre, réduite alors au rôle ancillaire d'alibi ou de faire-valoir. Ce lien entre le droit et la littérature, il est possible de l'établir dans 3 directions au moins. Il y a tout d'abord le droit de la littérature. Cette approche, j'en conviens, est plutôt réservée aux juristes. Dans cette perspective, on analyse la liberté d'expression dont jouissent les auteurs, on fait l'histoire juridique de la censure, on se penche sur les procès d'œuvres célèbres qui ont pu apparaître scandaleuses en leur temps, de Madame Bovary aux versets sataniques, des fleurs du mal à une paix royale de Pierre Mertens. On compare les régimes du copyright et du droit d'auteur, on étudie les réglementations relatives aux bibliothèques publiques, aux programmes scolaires et aux politiques d'aide à l'édition. On peut aussi, c'est une seconde orientation, étudier le droit comme littérature. Dans ce cas, on s'intéresse à la rhétorique judiciaire et parlementaire. On analyse le style si particulier des juristes, un style à la fois dogmatique, tautologique et performatif. On compare les méthodes d'interprétation des textes littéraires et des textes juridiques. C'est une approche qui est précisément très développée aux États-Unis, qu'il me suffise d'évoquer par exemple des noms aussi connus que ceux de Ronald Dworkin ou Stanley Fish. Enfin, et c'est la perspective que je privilégie et particulièrement ce soir, on peut s'intéresser au droit dans la littérature. Non pas bien entendu le droit technique, celui du journal officiel et des traités de doctrine, encore que certaines pages de Balzac, par exemple, nous en apprennent peut-être plus sur les arcanes de la banqueroute et de la faillite que le plus complet des recueils de jurisprudence. Non, le droit que nous cherchons dans la littérature, c'est celui qui pose les questions les plus fondamentales relatives à la justice, à la loi et au pouvoir. Ce sont Oreste et Hamlet qui nous invitent sur le chemin étroit qui distingue la vengeance de la justice. C'est la révolte d'Antigone qui interroge le défi qu'adresse à toute époque le droit naturel au droit positif. C'est l'incrimination, apparemment arbitraire, d'un certain Joseph K., qui lève un coin de voile sur la loi archaïque de nécessité, j'en parlerai tout à l'heure, qui prend la place des institutions qui se corrompent et des procédures qui se pervertissent. Un objet d'étude commun aux juristes et aux littéraires se construit ainsi progressivement. Un objet qui s'articule autour de ces 2 questions. Que peut apporter la littérature au droit? Que gagne la littérature à comprendre la présence du droit dans ses œuvres? Une question en haut à gauche. Que pensez-vous de l'ouvrage de Jean Domat, contemporain et ami de Pascal, Les lois civiles dans leur ordre naturel, qui a été célébré par Portalis, le patron de l'équipe des rédacteurs du Code civil, dont on a dit qu'il était parfaitement écrit? Je pense que Corneille ou Racine n'auraient pas renié certains alexandrins du dit Code, et en particulier le fameux « Tout condamné à mort aura la tête tranchée », avec une césure parfaitement placée. C'était bien la moindre des choses s'agissant de coupure. Merci. Très juste, sauf que le condamné à mort se trouve évidemment dans le code pénal, mais vous avez raison d'insister sur l'écriture de Portalis. Je recommande toujours à mes étudiants la lecture du préambule du code civil qui est de la main de Portalis et qui est un texte admirable, un texte de philosophie juridique du reste. J'ajoute que Stendhal, vrai ou faux, l'histoire mérite d'être rappelée, Stendhal disait que lorsqu'il était en panne d'inspiration, il se plongeait dans le code civil. Justement, c'était un texte qui repose sur une écriture extrêmement maîtrisée et on peut peut-être croire que s'il a allègrement franchi les siècles, malgré de nombreuses et utiles transformations, ça tient peut-être aussi à un certain bonheur de plume. Je pense qu'il s'agissait de juristes qui avaient l'ambition d'instituer une société, ce qui n'est pas la même chose que de gérer au jour le jour une société. Beaucoup de nos lois contemporaines sont des lois qui n'ont
pas l'ambition d'instituer une société, parce que le temps social s'est considérablement accéléré, les choses se sont complexifiées, et donc on n'a pas garde au style. Mais vous avez raison que si l'on veut que le droit soit connu, eh bien la première chose à faire, c'est porter attention au style, à l'écriture de la loi. Oui, bonjour monsieur. J'aurais aimé connaître votre point de vue, mais vous ne pouvez pas parler de tout, sur La Fontaine. Et d'autre part, vous signalez qu'aujourd'hui, qui écrit toutes ces affaires concernant la justice? Ce sont les journalistes. J'aimerais aussi que vous nous parliez des journalistes qui nous révèlent bien souvent des choses cachées. Il faut savoir qu'actuellement, je pense que dans la population, dans le citoyen, que ce soit en France ou en Belgique, il y a une certaine méfiance de cette justice. Comment aller traiter? Je ne reviendrai pas sur les affaires du juge Alphen, qui a écrit aussi un livre, et bien d'autres qui sont révélées dans les journaux de chaque jour. Alors, merci pour La Fontaine. Il fallait qu'il soit rappelé ce soir. Je suis heureux que quelqu'un l'ait fait. La Fontaine fait partie de ces auteurs que je me réjouis de réétudier. Donc, je n'ai rien de particulier à vous dire ce soir, sauf peut-être vous inviter à vous y replonger. Il y a effectivement beaucoup de choses qui concernent le droit et la justice chez La Fontaine. Par la bouche des animaux, beaucoup de morale peut être faite. Moi, je me réjouis toujours des auteurs que je n'ai pas encore relus, et donc voilà, ça fait partie de ces paysages que j'espère pouvoir parcourir dans les années qui viennent. Alors, pour ce qui est des journalistes, vous avez raison, les chroniqueurs judiciaires jouent un rôle essentiel. Alors je dirais pour le meilleur et pour le pire. Le pire, je suppose qu'il ne faut pas insister, tout le monde sait que l'usage démagogique, antidémocratique, parfois ordurier, peut être fait du traitement de certaines affaires par certaines feuilles de chou, mais je pense qu'il est tout à fait possible et utile pour la démocratie d'avoir de bons chroniqueurs judiciaires. Et permettez-moi de faire état d'une expérience de mon pays, la Belgique, où depuis une vingtaine d'années existe un journal qui est assez exceptionnel, le journal des procès de mon ami Philippe Toussaint, qui réalise dans une optique vraiment culturelle une espèce de lecture seconde des procès de la justice, jouant un rôle vraiment pédagogique, je pense, pédagogique par rapport à l'opinion publique, au-delà de la classe des juristes. Je crois, vous avez raison de dire, c'est un enjeu essentiel, mais qui peut aussi bien alimenter les peurs sécuritaires et des replis identitaires que, au contraire, initier, notamment à l'occasion des procès d'assises, qui après tout sont des procès populaires, où les gens sont amenés à écrire le fin mot de l'histoire, le verdict de l'histoire. Eh bien, par rapport à ces procès d'assises, il est important qu'il y ait une forme de journalisme qui exerce ce rôle pédagogique, d'accompagner cette réflexion sur la chose judiciaire. On va prendre une dernière question. Monsieur le professeur, avec votre permission, je vous poserai deux questions, mais qui portent l'une et l'autre sur les tendances communes qui peuvent affecter le droit et la littérature aujourd'hui. Une première tendance sur laquelle j'aimerais avoir votre avis, c'est celle de la prolifération. Vous y faisiez allusion à l'instant. La règle de droit aujourd'hui prolifère, se renouvelle de plus en plus vite et touche des domaines de plus en plus spécialisés. Les juristes sont parmi les premiers à s'en plaindre d'ailleurs. On peut aussi parler d'une prolifération littéraire, puisqu'il suffit d'entrer dans une librairie pour voir le nombre impressionnant d'œuvres qui se publient chaque année. J'aimerais que vous nous disiez si vous pensiez qu'il y a une même tendance, une tendance commune à l'œuvre dans ces deux phénomènes, et s'ils peuvent s'éclairer l'un l'autre. La deuxième question que j'aimerais vous poser, c'est celle de l'internationalisation. Aujourd'hui, grâce à la traduction, n'importe qui en Europe peut lire les grands auteurs américains, sud-américains, japonais et vice-versa. Or, la règle de droit, elle reste souvent prise dans un cadre national.
même si des règles s'élaborent lentement et péniblement à des échelles telles que celles de l'ONU ou de l'Union européenne. Est-ce que cette internationalisation différenciée du champ du droit et de la littérature peut déséquilibrer ou perturber le dialogue entre droit et littérature dont vous nous avez parlé ce soir? Merci de vos questions. J'avoue qu'a priori, je n'ai pas de lumière particulière sur les rapprochements du droit et de la littérature sur ces deux points. En ce qui concerne la prolifération littéraire, oui. Juridique, on ça certainement. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? J'avoue que je ne le vois pas nécessairement. Ça fait probablement partie d'un phénomène culturel plus généraux. Je ne crois pas que l'un nourrisse l'autre. La prolifération du droit tient à un certain nombre de facteurs spécifiques, notamment la démultiplication des foyers de pouvoir. Voyez-vous, l'État a cessé depuis longtemps d'être la seule source du droit. Dès lors qu'il doit composer avec des instances supranationales, vous les avez évoquées, mais aussi, peut-être moins en France, mais dans beaucoup d'autres pays européens, des instances infranationales, dans le cas de pays régionaux comme l'Espagne, fédéraux comme la Belgique ou l'Allemagne, avec une formidable concurrence normative entre ces échelons de pouvoir. Concurrence également, je dirais, par le côté, et non seulement par le haut ou le bas. La règle étatique est concurrencée par des formes d'autorégulation émanant d'acteurs privés, puissants acteurs privés, milieux économiques, organisations non gouvernementales. J'ai écrit récemment un ouvrage sur le droit en réseau, et le titre du livre s'intitule « De la pyramide au réseau », point d'interrogation. Donc c'est bien pour signifier que ce droit qui se donnait hier encore sous la forme d'un imposant monument émanant de la volonté étatique ou du code Napoléon dont on parlait, mais ce droit a volé en éclats et prend aujourd'hui la forme d'un réseau de textes en circulation entre des pouvoirs multiples. Voilà. Alors là, j'avoue, a priori, je ne vois pas immédiatement de lien, sinon indirect, avec la prolifération littéraire. D'autre part, le phénomène d'internationalisation, vous pointez à juste titre donc le phénomène d'internationalisation littéraire par le biais des phénomènes de traduction. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que le même phénomène, là je suis formel, le même phénomène s'opère en droit plus que vous ne semblez le dire. On reconnaît aujourd'hui qu'environ 60% de la matière juridique relève peu ou prou du droit européen. Les juristes feignent encore de l'ignorer, mais c'est la vérité. Le droit européen ne concerne pas seulement le trafic des marchandises et autres choses techniques qui se règlent dans la commission bruxelloise, il concerne de plus en plus directement le droit quotidien et le droit national. On considère aujourd'hui que 60% des matières juridiques relèvent peu ou prou, sans parler, comme vous l'avez relevé vous-même, de droit supranational, onusien, l'Organisation mondiale du commerce, etc. Donc là, il y a aussi internationalisation du droit. Donc les deux phénomènes, prolifération et internationalisation, se renforcent mutuellement. François Host, merci beaucoup. L'entreprise, j'en conviens, n'est pas exempte de risques. Entre la plume et le glaive, les liaisons ne sont-elles pas nécessairement dangereuses? C'est que pourrait guetter la confusion des genres quand la littérature se fait moralisante ou que le droit, à l'inverse, renonce à trancher. Aussi convient-il dans un premier temps de prendre l'exacte mesure qui sépare le discours juridique du discours littéraire. Alors que le droit codifie la réalité, l'institue dans un réseau serré de qualifications convenues, la balisant par tout un système de contraintes et d'interdits. La littérature, au contraire, libère les possibles en son sein, suspend nos certitudes, réveille en elles des énergies en sommeil, bouscule les identités et les conventions, nous ramenant à ces croisées des chemins où tout pourrait commencer à nouveau. Alors que le droit choisit, hiérarchise, étrange, le récit se livre au contraire à d'infinies variations imaginatives. Laboratoire expérimental de l'humain,
La littérature explore toute la gamme des positions, des valeurs et des représentations et ne recule pas devant les passages à la limite les plus vertigineux. Alors que le droit attribue des rôles stéréotypés auxquels correspondent des statuts, des droits et des devoirs précis, la fiction littéraire cultive l'ambiguïté de ses créatures et joue de l'ambivalence des situations qu'elle crée. Alors que le droit ne se développe que dans la généralité et l'abstraction, généralité du jugement qui fait précédent, abstraction de la loi, qui, pour échapper à l'arbitraire du privilège, ne considère que les citoyens en corps, comme disait Rousseau, la littérature, en revanche, s'enfonce toujours plus loin dans la singularité de l'individuel. D'un côté, on a le conformisme des situations moyennes, de l'autre, le mystère des destins particuliers. Tout cela est vrai, bien entendu, et pourtant tout cela est singulièrement sommaire et réducteur. Sans doute le droit est-il du côté des formes instituées, mais comment ignorer qu'en lui opèrent aussi des forces centrifuges, celles qui, par exemple, font éclater tous les jours, devant les juges, des drames individuels, irréductibles pour une bonne part à des qualifications prédéterminées, comme si la vie surgissait là, dans sa singularité toujours recommencée. Comment nier aussi que le droit sait emprunter aux puissances du verbe, à la rhétorique judiciaire et parlementaire, à l'herméneutique doctrinale, à la mise en intrigue des récits constitutionnels fondateurs. Le droit sait emprunter aux puissances du verbe des ressources imaginaires multiples, un surcroît d'émotions, une plus-value méta-rationnelle que son attachement apparent à la seule rationalité formelle affecte par ailleurs d'ignorer. Ce n'est dès lors pas un hasard si Platon, dont on sait qu'il était viscéralement opposé à la démocratie, si Platon n'a cessé de se défier de la tragédie, la tenant à distance de l'éducation des jeunes hommes et finalement la bannissant de la cité idéale dont il dressait les plans. S'il mesurait mieux que personne le lien intime que la fiction littéraire, en l'occurrence le genre tragique, entretient avec l'auto-constitution de la cité, il désapprouvait les glissements du vrai et du faux, les enchevêtrements du bien et du mal qu'on y donnait en spectacle. Aussi bien, les législateurs de sa cité idéale, après avoir fait la déclaration étonnante qu'eux-mêmes, dans leur travail de législateurs, rédigeaient une tragédie, mais disait-il une tragédie la plus excellente, parce que purgée des ambivalences de l'opinion et des incertitudes de la pratique, eh bien ces législateurs finissent par congédier les tragédiens en qui ils voient à la fois de prestigieux rivaux et de dangereux fauteurs de discorde. On retiendra donc de cette histoire qu'entre la fiction littéraire et le roman politique, la distinction est ténue et la concurrence parfois féroce, comme si chacun tentait à sa manière d'instituer un monde, confrontant ainsi leurs puissances respectives, tantôt rivales, tantôt complémentaires. Quant à la littérature, sans doute, comme je l'évoquais tout à l'heure, creuse-t-elle l'individuel et le singulier. Mais qui ne sait qu'en certaines occasions, le plus particulier livre accès à l'universel. Et s'il est vrai que le poète et le romancier réinventent parfois la langue pour libérer les choses dans leur être à dire, ils ne peuvent pour autant ignorer certaines règles du jeu de la communication, ni les lois universelles de la production du sens. Sans doute la littérature se garde-t-elle des discours édifiants. Elle ne cesse de soumettre nos lois, nos stéréotypes, nos prêches à une efficace mise en question. Mais qui ne sait que ce n'est souvent pour elle qu'une manière de nous reconduire plus sûrement à la radicalité de l'exigence éthique d'avoir à assumer cette liberté et cette responsabilité qui précisément nous fait hommes. Qui ignore par ailleurs que nos identités individuelles et nos repères collectifs plongent leurs racines dans des récits fondateurs, des romans familiaux ou politiques, dont on peut penser que les figures littéraires représentent précisément les modèles avancés. À mi-chemin entre la description et la prescription, la narration, comme l'enseigne Paul Ricoeur,
apparaît alors comme un foyer de la raison pratique. La narration qui réaménage sans cesse le réel pour lui insuffler des possibilités de sens à la hauteur des valeurs que le récit a libérées. Voilà donc le point où nous conduisent nos premiers travaux. En lieu et place d'un dialogue de sourds entre un droit codifié, institué, fort de son effectivité et de sa prétendue rationalité, et de l'autre côté d'une littérature instituante, jalouse de sa fiction et de son irrationalité, en lieu et place de cela, c'est plutôt une dialectique qui se dessine, grâce à laquelle chacune des deux parties s'avère elle-même partagée, complexe, évolutive. Entre le « tout est possible » du geste littéraire et le « tu ne dois pas » de l'impératif juridique, il y a interaction au moins autant que confrontation. Comme si la société, avec son droit, avait sélectionné un scénario moyen parmi toute la gamme des variations normatives que la création littéraire suscite, l'imposant désormais avec l'autorité qui s'attache à son système de contraintes juridiques. D'accord. Mais sitôt posés, ces choix sont interrogés, nuancés, subvertis, dans le champ immense des pratiques tout d'abord, qui ne sont jamais aussi conformistes que le législateur se l'imagine, dans les coulisses judiciaires du droit ensuite, comme si on trouvait là, au prétoire, au tribunal, le purgatoire de la normativité, l'antichambre d'une légalité assouplie, au Parlement enfin, lorsque la loi elle-même finit par céder au coup de butoir d'une conscience sociale qui n'est évidemment jamais au repos. Ex facto ius oritur, le droit surgit du fait. Tel est l'enseignement classique des juristes. Eh bien, peut-être serait-il plus exact de dire ex fabula ius oritur. Le droit s'origine dans la fiction. Et il faudrait ajouter aussi qu'il ne tarde pas à y retourner, moyennant cependant des moments, parfois prolongés, j'en conviens, des moments de stabilisation normative. Que gagne donc l'étude du droit à cette confrontation avec l'espace littéraire? Au minimum, et le plus superficiellement, on y trouvera une diversion érudite. La référence littéraire opère alors comme une ornementation humaniste, susceptible d'éclairer la sécheresse des démonstrations juridiques. Ce n'est pas, bien entendu, à ce type d'effet que je m'attache principalement. Plus fondamentalement, on attendra en effet de la littérature une fonction de subversion critique. C'est Socrate qui met ses juges en accusation. C'est Antigone qui récuse l'ordre de la cité. C'est Alice qui passe de l'autre côté du miroir. On ne compte plus ces personnages littéraires qui rappellent au roi et peut-être au droit qu'il est nu et que sa chanson ne sonne pas toujours juste. Enfin, dans certains cas, c'est une fonction de conversion fondatrice qu'assume la littérature, sans l'avoir nécessairement cherché délibérément. Le récit se fait alors fondateur, donnant non seulement à penser, mais aussi à valoriser et bientôt à prescrire. Ainsi, l'exploration de l'envers du décor juridique qui aura révélé ses fictions et ses constructions en trompe-l'œil, ses artifices et ses effets de scène, produira-t-elle en même temps un savoir critique des constructions juridiques et une amorce de refondation de celles-ci sur fond d'une connaissance élargie des puissances du langage, ainsi que des tours et détours de la raison pratique. Mesdames, Messieurs, c'est à un parcours buissonnier que je voudrais maintenant vous convier, un parcours buissonnier qui nous conduira de la Bible à Kafka, en passant par Eschyle et Daniel Defoe, en vue de tenter de découvrir, dans ces fascinants jeux de miroir du droit et de la littérature, quelque chose de leur puissance respective, et particulièrement cette dialectique de la subversion critique et de la conversion fondatrice. Les récits de donation de la loi me fournissent une première illustration de cette dialectique. De ces textes qui racontent l'origine de la loi, je prendrai ici deux exemples. L'épisode biblique du Sinaï et la fable platonicienne du Protagoras. Récit édifiant par hypothèse, rien moins que la fondation du grand roman politique de l'origine des institutions et des lois.
On s'attendrait donc à une sorte d'épiphanie du législateur souverain qui apparaîtrait comme la source transcendante de toute légitimité et de toute légalité. Or, si cette dimension transcendante n'est sans doute pas absente de ces récits, il s'en faut de beaucoup qu'ils s'y réduisent. En effet, en lieu et place d'une imposition unilatérale de la loi, c'est à l'invention d'une procédure inédite de production du droit qu'on assiste. Sur fond d'alliance préalable, c'est un dialogue qui s'instaure. Alliance avec Yahvé dans les textes de la Genèse et du Deutéronome, constitution de la cité délibérante dans le contexte de la police athénienne. En lieu et place d'une législation donnée et définitive, dont le contenu serait bien arrêté, ce sont des principes ouverts à une interprétation infinie qui sont formulés et négociés. De même que l'accent est mis bien plus sur les conditions de possibilité de réception de la loi que sur la loi elle-même. Il s'agit de la liberté et de la responsabilité pour le peuple juif, de la justice et du respect dans le cas de la police athénienne. La subversion critique à l'égard des pouvoirs en place, avec leur lot d'inégalités et d'exploitation, est ainsi inextricablement liée au rôle instituant et fondateur que ces récits jouent de toute évidence. Ainsi, avant de recevoir la loi dans le désert du Sinaï, il fallait d'abord pour le peuple juif s'affranchir de la servitude en Égypte, se libérer des corvées, traverser la mer Rouge, prendre le risque de la liberté en faisant le pari du désert. Il fallait se souvenir d'une très vieille promesse qui parlait de liberté et d'alliance. Et ce n'est peut-être pas un hasard si la première institution que fonde Moïse au désert est l'institution du sabbat. Question, un jour par semaine, de s'affranchir encore un peu plus des contraintes du quotidien, de se libérer de cette Égypte intérieure qui toujours menace de faire retour, et d'assumer enfin cette liberté toute neuve. Faire en somme plutôt que l'expérience d'une introuvable liberté qui serait a priori pleine et entière, cette liberté dont rêveront, mais en vain, les penseurs du contrat social. Faire plutôt le long chemin d'une libération, toujours semée d'embûches et de régressions. L'épisode du veau d'or le rappellera bientôt. Suit alors le moment de la donation de la loi proprement dite, au pied du Sinaï. Le souvenir qu'en garde la mémoire collective et l'imagerie populaire est celui d'un fracas de tonnerre et d'éclairs au milieu duquel un Yahvé tout-puissant impose ses 10 commandements gravés sur les tables de la loi. Donation de la loi unilatérale à un peuple tremblant au pied de la montagne. À mieux lire et relire le texte, les choses se présentent cependant très différemment. Déjà, il est question de 10 paroles plutôt que de 10 commandements, et de table de l'alliance plutôt que de table de la loi, ce qui ne fait pas une mince différence. Ensuite, on comprend vite le rôle central que joue Moïse dans cette affaire. Loin d'être une sorte de notaire ou de greffier de la parole divine, Moïse s'avère en effet un négociateur actif entre Dieu et le peuple. Au prix de plusieurs ascensions au sommet de la montagne, j'en ai dénombré d'au moins de 6, et après plusieurs essais infructueux de communication de la loi au peuple, après aussi le moment de dramatisation constitué par le brûlage du veau d'or et le bris des tables de la loi, après aussi la menace que fait Moïse de se retirer du jeu si Yahvé ne tient pas ses promesses à l'égard du peuple, un peuple pourtant pécheur et ingrat. Au terme de tous ces épisodes, Moïse parvient cependant à garder le contact. La dernière fois dans la tente de réunion qu'il a l'idée géniale d'installer dans le no man's land entre la plaine et la montagne, de sorte qu'enfin, au terme de cette écriture partagée, en sorte une loi commune, vivante, qui scelle les termes de l'alliance. À partir de ce moment peut débuter un travail interprétatif infini, ainsi qu'un apprentissage permanent de la loi. Dieu lui-même devra désormais en passer par le texte, comme Moïse ne se fera pas faute de le lui rappeler dans la suite, lorsque, gagné par une sainte colère, Yahvé menace de rendre
une justice expéditive. Texte exemplaire qui rappelle que l'essentiel n'est pas la loi, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. L'essentiel n'est pas la loi, mais plutôt les conditions de réception et d'application de la loi par le peuple. En l'occurrence, un long travail de libération de la servitude et une inflexion progressive de la liberté en responsabilité. Lorsque l'homme découvre que la liberté solipsiste ou autarcique est une liberté illusoire et même inhumaine, et que, sollicitée par autrui, le visage d'autrui, comme dit Lévinas, à l'appel duquel cette liberté est invitée à répondre, elle rencontre la catégorie du devoir. C'est somme toute un enseignement assez comparable qui se dégage du Protagoras, écrit en 432 avant Jésus-Christ par Platon. Platon raconte ceci. Zeus, du haut de l'Olympe, s'inquiète. Il s'inquiète pour la survie de l'espèce humaine, déchirée par des guerres incessantes. Sans doute, Prométhée a-t-il livré le feu aux hommes ainsi que le secret des techniques. Mais nous le savons bien, ce n'est pas là l'essentiel. Faute de disposer du lien civique et de l'art politique, les hommes sont menacés de dissensions mortelles. Aussi bien Zeus charge-t-il son messager Hermès d'un nouveau présent, afin, dit-il, de servir de règle aux cités. On s'attend alors à ce que le Père des dieux fasse présent aux hommes d'un code, d'une constitution ou d'une loi, une forme ou l'autre d'un corps de règles qui serait l'illustration de la loi parfaite d'origine divine, qui dirait très clairement où se situe le partage du permis et de l'interdit. Détrompons-nous cependant. Le secret des liens civiques suppose un présent plus précieux. Aidos et dikē, dit le texte grec. Le respect et la justice. Justice des partages et respect pour la part d'humanité en chacun, qui apparaissent alors comme le transcendantal des lois, leurs conditions nécessaires de possibilité. L'inclination à la civilité, qui est comme le terreau sur lequel peut germer la loi. Avec cette précision supplémentaire qui vaut tout son poids de sagesse. À la question posée par Hermès de savoir s'il faut distribuer Aidos et dikē à quelques spécialistes, comme cela se fait pour les dons artistiques et les compétences techniques, Zeus aura cette réponse superbe. Non, non, il faut les répartir entre tous, car les villes ne sauraient exister sans que tous y aient part. Voilà donc que les questions de justice et de droit deviennent l'apanage commun et non l'affaire de quelques spécialistes. Ils sont l'enjeu d'une paideia démocratique, d'un apprentissage constant et d'une délibération sans terme ni modèle préétabli. L'objet d'une procéduralisation, dirait-on aujourd'hui dans le sillage de Habermas. Mais notons-le bien, cette délibération n'est pas vide ou purement formelle, dès lors que ce qui l'oriente, le cadeau de Zeus, c'est rien moins que Aidos et dikē, la justice et la considération de l'humain dans l'homme. Bien d'autres enseignements pourraient être tirés de ces textes, mais je m'en tiens à celui-ci, à vrai dire essentiel. La loi n'est que brutale contrainte ou banale nécessité si elle ne repose pas sur l'exercice d'une liberté responsable. La question de la vengeance représente un deuxième terrain d'investigation très riche des rapports entre le droit et la littérature. Ou plus précisément, la question du passage de la vengeance à la justice publique, avec l'intervention du tiers impartial et médiation de la loi. L'Orestie de Échille, seule trilogie tragique que nous ayons conservée, nous fournira la pierre de touche de cette analyse. En 3 pièces, Échille décrit, d'une part, les apories de la vieille loi du talion, dès lors que le sang versé ne cesse d'appeler de génération en génération de nouveaux vengeurs. C'est d'abord le sang d'Iphigénie, puis celui de son père Agamemnon, enfin celui de la femme d'Agamemnon, Clytemnestre, qui, comme vous le savez, avait tué son mari. Donc de génération en génération, on a cette malédiction cyclique de la vengeance. Mais Échille nous raconte aussi, dans la 3e pièce de la trilogie, les Euménides, l'institution par Athéna d'un tribunal humain qui finira, contre toute attente, par acquitter Oreste, le matricide,
mettant ainsi un terme au cycle virtuellement infini des représailles. Ce texte, qui accompagne la fondation de l'institution judiciaire dans la cité athénienne au Ve siècle avant Jésus-Christ, ce texte résiste, comme tous les grands textes, à une lecture unilatérale. Il serait néanmoins tentant d'y voir l'illustration apologétique de la justice instituée, de la justice moderne, dirons-nous, par contraste avec le système de la vengeance que l'on présenterait alors à la manière de René Girard, comme un passage à l'acte incontrôlé, démesuré, générateur d'une violence interminable. À rebours de cette interprétation réductrice, l'Orestie révèle au contraire que, aussi violente soit-elle, et c'est un enseignement que les anthropologues et les ethnologues nous rappellent aujourd'hui, la vengeance peut être mesurée et instituée. Dans la pièce, elle résulte tout d'abord, il faut bien le noter, de la volonté divine. Les affreuses Hérénies qui personnifient la vengeance, apparaissant en effet à cet égard comme les exécutrices des basses œuvres de la justice de Zeus. Cette vengeance s'identifie par ailleurs avec la justice humaine, le texte grec utilisant indifféremment le terme dikē pour qualifier le châtiment, la vengeance et la justice en général. Je remarque également que cette vengeance ritualisée et instituée s'inscrit dans le code d'honneur de groupes bien identifiés dans les sociétés archaïques, en l'occurrence le groupe des guerriers nobles. Je note aussi qu'elle participe d'un système d'échange mesuré selon la loi du donnant-donnant, une sorte de potlatch à l'envers, un système de réciprocité des préjudices qu'il s'agit d'honorer sous peine de perdre toute dignité. Il reste que, dans le cadre de la cité athénienne, ce système n'est plus tenable, dès lors que l'on fait l'expérience de la démocratie. Il faut alors penser les lois non plus à l'échelle des castes fermées, régies par des coutumes lignagères et des codes d'honneur quasi familiaux. Il faut désormais penser le droit à l'échelle du démos tout entier, le peuple qui mélange les classes sociales et, bien sûr, ne s'accommode plus des privilèges de caste. D'où l'institution de tribunaux que l'on veut impartiaux, chargés de faire parler la loi commune. Telle est précisément l'histoire que raconte la troisième pièce de l'Orestie, les Euménides, avec l'institution de l'aréopage par Athéna. Il s'en faut cependant de beaucoup pour que le système ancien soit totalement abandonné. Sans doute, pourrait-on dire, le vote du tribunal, l'aréopage, déboute-t-il les Hérénies, les anciennes vengeresses, de leur prétention de se faire justice d'Oreste le matricide. Mais s'il est acquitté finalement, c'est grâce à la voix de la déesse Athéna elle-même, les juges humains s'étant quant à eux prononcés à une voix de majorité en faveur des furies vengeresses et de la vieille loi du talion qu'elles incarnaient. Par ailleurs, au moment où elle fonde ce tribunal de l'aréopage, Athéna a pris soin de reprendre au mot près ce qu'on pourrait appeler le testament, le discours politique des Hérénies, et qui tient en ces deux mots ni anarchie ni despotisme. Et je note aussi qu'elle insiste pour conserver au fondement de la cité, dans son discours fondateur du tribunal, elle insiste pour conserver au fondement de la cité, comme rempart contre la violence qui toujours menace, de conserver le respect des lois et la crainte du châtiment, ce qui est en quelque sorte le condensé du discours politique des Hérénies. Du reste, l'acquittement d'Oreste n'est pas le dernier mot de l'histoire. Il faut encore, pour Athéna, convaincre les Hérénies qui ont été déboutées dans cette affaire, les convaincre de ne pas retourner leur furie vengeresse contre Athènes. Ce résultat sera finalement atteint à force de 12 persuasions, importance du langage, 12 persuasions. Les Hérénies acceptant finalement de troquer leur rôle de furie pour celui de protectrice de la cité, et elles changent de nom, elles s'appelleront désormais les Euménides, dès lors qu'elles sont assurées qu'un autel leur sera dressé au cœur de la cité et qu'un culte leur sera rendu par les Athéniens. Par où se traduit la volonté lucide d'Athéna d'intégrer au cœur du droit moderne les interdits fondateurs, notamment interdits du meurtre et de l'inceste, qu'incarnaient les furies.
Nous voyons donc que leur message n'est ni oublié, ni refoulé, mais intégré dans une perspective plus vaste qui sait faire sa place, en certaines occasions, à l'équité et au pardon, l'acquittement. Du reste, notons-le au passage, dans notre justice pénale moderne, justice réparatrice et dissuasive pour l'essentiel, donc tournée vers le futur, la vieille idée de rétribution de la peine n'a pas totalement disparu, loin s'en faut. Voilà donc une tragédie, pourrait-on dire, qui termine bien. Le droit, par la force de ses performatifs, aura réussi à imposer ses fictions. Le monde artificiel qu'il crée aura résisté aux pesanteurs du monde réel et l'aura emporté sur lui. Voilà le suspect présumé innocent, le coupable acquitté, le condamné amnistié. Mais il ne faudrait voir nulle trace de complaisance ou d'irénisme dans cette manière de happy end. Comme Jean-Pierre Vernant l'a bien montré, la tragédie ne se ramène jamais à une sorte de propagande en faveur de l'idéologie démocratique. Elle serait bien plutôt le contraire. La conscience critique qui accompagne l'expérience absolument inédite et pleine de risques pour les Athéniens du pouvoir exercé par le démos, par le peuple. On s'en persuadera en se rappelant que c'est le vote d'Athéna, comme je le disais, et lui seul qui a fait pencher la balance en faveur de la solution moderne. On aura relevé aussi qu'en instituant le culte des Hérénies devenues Euménides au cœur de la cité, on se garde pour ainsi dire sous les yeux le spectacle de la régression toujours possible à la violence d'avant le temps des institutions. Comme si le corps social, pratiquant une stratégie vaccinatoire, avait besoin de s'inoculer une dose de cette pathologie pour mieux se prémunir à l'égard de ses possibles retours. Du reste, lorsque quelques années plus tard, un autre tragédien, Euripide, viendra à traiter à son tour de ce procès d'Oreste, le ton aura déjà changé radicalement. Cette fois, le peuple est corrompu et dévoyé par des orateurs sans scrupules, et le droit de la cité est perverti par de puissants intérêts privés. Oreste et sa sœur Électre sont condamnés cette fois, et ne doivent leur salut qu'à l'intervention d'Apollon, véritable Deus ex machina, qui les envoie à Athènes pour se faire acquitter par un tribunal exclusivement divin, question sans doute de ne pas faire mentir la légende. Il reste que si le mythe est conservé dans sa forme, son esprit s'est évanoui avec Euripide. Cette fois, le droit n'aura pas été capable de contenir le déferlement de la force et des intérêts. Le jugement divin s'est dissocié du verdict humain. La violence se déchaîne à nouveau. Ainsi va la fiction littéraire. À peine nous a-t-elle aidé à imaginer les contours d'une institution, ici la justice en lieu et place de la vengeance, qu'elle nous met en garde contre les trop probables dérives qui déjà la menacent. J'aurais voulu vous parler d'Antigone. Le temps presse, je réserve ça peut-être pour la discussion, et je fais un grand bond dans l'histoire. J'en viens à la Renaissance et la modernité pour aborder le droit sous un autre angle d'attaque, l'individu et le droit subjectif, les droits de l'homme. Avec la Renaissance et la modernité, en effet, le centre de gravité du droit bascule du côté de l'individu et de ses droits dits subjectifs, dont la propriété est l'archétype. Ce modèle triomphe. Il triomphe avec la conception libérale, anglo-américaine du droit, où le collectif, c'est-à-dire l'État, a pour fonction exclusive de garantir et de protéger les droits que l'individu tient directement de la nature ou de la providence. Le souverain, alors, ce n'est plus l'État, mais l'individu. Et Pierre Legendre a bien raison de parler d'institution des individus en une multitude de mini-États. Le livre fondateur de cette révolution du sujet roi, auto-fondé et autosuffisant, est à mes yeux, dans ma perspective de droit et littérature, le Robinson Crusoe, écrit par Daniel Defoe en 1719. Livre majeur que Rousseau tient à juste titre pour essentiel. Lui qui en fera longtemps la seule lecture autorisée à son Émile. Un des rares mythes occidentaux modernes, à côté de ceux de Faust et de Don Juan.
Cette expérience limite, celle d'un solipsisme radical, 28 ans sur une île déserte, raconte la réappropriation du monde, rien moins que cela, la réappropriation du monde par un individu souverain. Sous les dehors d'une simple aventure tropicale, dans le style un peu rude du livre de bord d'un marin anglais, cette histoire nous raconte comment un homme seul parvient progressivement à se reconstituer une identité, se réapproprier son environnement. L'île, en effet, est cultivée, donc culturelle. Ces animaux sont dressés à son image avec l'archétype du perroquet auquel il fait répéter son propre nom. L'histoire nous raconte comment il parvient à maîtriser le cours des événements, construire un embryon de société sur la base de ses principes individualistes, la proposer ensuite, d'abord à Vendredi, et puis à son père, et puis aux mutins qui prennent place sur l'île, ensuite au monde entier, avec la bénédiction de la Providence, comme modèle universel de liberté et de propriété. Une refondation du monde, en quelque sorte, à partir de l'individu propriétaire et libre entrepreneur. Dieu est mon droit. La vieille devise des rois d'Angleterre reçoit ici un sens nouveau et universalisé. Désormais, ce sera chaque individu qui, confiant dans les desseins de la Providence, in God we trust, chaque individu qui sera roi en son domaine, un domaine auquel nulle limite a priori n'est fixée. Robinson Crusoe n'est cependant pas un simple roman d'aventure. Il s'élève à la dignité du mythe, dès lors que, en conformité avec la définition du mythe que donne Lévi-Strauss, je cite, « Il est un récit des origines, et quoi de plus originaire qu'une île déserte? Il est un récit des origines qui fournit une réponse narrative à une contradiction idéologique qui traverse la société où il prend naissance. » Cette contradiction idéologique de l'Angleterre de Cromwell, je pense qu'il s'agit, quant à moi, de ce qu'on pourrait appeler le dilemme puritain. Il tient dans la question de savoir comment on peut être à la fois riche et vertueux. Or, précisément, ce qui semblait si difficile aux protestants d'inspiration luthérienne, être riche et vertueux, Robinson, le puritain, va y parvenir. Le travail ascétique qu'il déploie sur l'île durant 28 ans prouve à suffisance sa vertu. Tandis que lorsqu'il reprend pied sur le continent après ses 28 ans, il se découvre riche à millions, et ça on l'ignore généralement lorsqu'on s'en tient aux versions enfantines de l'ouvrage, mais il faut lire la version complète du texte. On apprend alors que, revenu en Angleterre, Robinson est riche à millions à raison du succès de ses plantations brésiliennes fondées par lui avant son naufrage. Son histoire se révèle donc une éclatante success story. À la fois l'emblème de la réussite individuelle, celle du self-made man donné en modèle à des dizaines de générations d'adolescents, et la confirmation de la doctrine de la prédestination, qui voit dans le succès en affaires le signe irréfutable de l'élection divine. Entre vertu et prospérité, il n'y a plus contradiction, mais plutôt implication mutuelle, comme Max Weber l'a bien montré dans son éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Et pourtant, on ne se défait pas de l'impression que la success story recèle une quantité d'imposture, comme si le mythe véhiculait dès l'origine les éléments de sa propre déconstruction. Imposture de l'origine tout d'abord, dès lors que, loin de reconstruire une petite Angleterre tabula rasa, sur son île soi-disant vierge et déserte, Robinson en réalité tire de l'épave, véritable objet transitionnel entre la nature et la culture. Il tire de l'épave tout ce dont il a besoin pour renouer avec la civilisation. Par ailleurs, ces 30 années de bonne éducation en Angleterre avaient évidemment contribué au même effet. Imposture de la maîtrise ensuite, dès lors que l'empire qu'il exerce sur l'île et ses sujets, en langage juridique, on dirait l'appartenance maîtrise inhérente au droit subjectif, n'est évidemment que partielle et réductrice. La sauvagerie de l'île lui échappera toujours. Au bout de 28 ans, il n'en aura jamais fait le tour. De même que l'altérité de son compagnon Vendredi, à aucun moment il ne s'enquiert du nom réel qu'il porte, ou même les mystères de son propre corps. Imposture enfin de la solution prétendue du dilemme puritain.
Dès lors que, si Robinson prouve en effet qu'il est possible d'être en même temps riche et vertueux, c'est, nous l'aurons tous compris, au prix d'une dissociation complète et bien entendu illusoire entre deux plans. La scène imaginaire de l'île où le solitaire rachète son salut par le travail et la scène réelle du commerce international où s'accumulent les profits de ces plantations grâce essentiellement à la main-d'œuvre des esclaves noirs qu'il y avait fait parvenir. Je note au passage, sous forme de parenthèse, qu'on trouve sous la plume du philosophe John Locke, anglais, puritain comme Defoe et son exact contemporain, on trouve sous la plume de John Locke une légitimation de la propriété privée qui repose sur un tour de passe-passe idéologique parfaitement comparable. Locke justifie en effet la propriété par le droit naturel, pour autant qu'elle se garde du gaspillage et soit mesurée par le travail personnel, le travail qui a produit cette propriété. Mais alors que court, en sous-main de la démonstration, une prise en compte et, dirais-je, une acceptation enthousiaste de l'économie marchande et monétariste qui, bien entendu, fait sauter ses réserves et autorise l'accumulation illimitée du capital ainsi que l'exploitation de la main-d'œuvre d'autrui. Mais le propre d'un grand mythe, c'est de susciter quantité de réécriture. Si, à cet égard, les XVIIIe et XIXe siècles furent le temps des épigones et des Robinsonades, c'est le moment où Robinson, sous les figures les plus variées, apparaît comme les différents visages de la réussite occidentale. En revanche, le XXe siècle sera le temps des désécritures. Tout se passe désormais comme si les deux ressorts du mythe s'étaient relâchés. Je veux dire, la confiance illimitée dans la providence, ainsi que l'innocence de l'appropriation conquérante. On trouve maintenant des Robinson désenchantés, chez Saint John Perse, des Robinson oisifs et désœuvrés, celui de Paul Valéry, des Robinson frivoles, la Suzanne de Jean Giraudoux, des Robinson muets et ensauvagés, chez l'écrivain sud-africain Coetzee, bien sûr le Robinson déshumanisé de Michel Tournier, des Robinson violents et régressifs comme chez Golding. Au miroir du XXe siècle, l'image du solitaire triomphant s'est brouillée et son bon droit est désormais contesté. L'appropriation juridique du monde cesse alors d'être légitimée, soit qu'elle succombe au remords anthropologique de l'Occident, soit qu'elle renonce devant les séductions de l'harmonie naturelle retrouvée chez Tournier, soit qu'elle cède la place à une autre version de la genèse de la société, une genèse, une origine basée cette fois sur la crainte et le crime. C'est le cas notamment dans ce roman qu'on tient à tort pour un livre pour adolescents, qui est un grand livre pour tous, le livre Sa Majesté des Mouches de Golding, qui raconte comment un groupe d'enfants et d'adolescents abandonnés suite à un accident d'avion sur une île déserte, comment ce groupe régresse du collectif bien ordonné, la troupe scout, à la horde primitive la plus violente. Où se vérifie, une fois encore, l'affirmation que dans la littérature, le geste de fondation n'est jamais très éloigné de la déconstruction la plus radicale. On peut alors tenter d'esquisser un bouclage de cette réflexion et opérer un retour à la violence originaire dont l'épisode du Sinaï et les tragédies grecques entendaient s'arracher. On peut tenter le bouclage de cette réflexion en se penchant sur l'œuvre de l'auteur sans doute le plus emblématique du XXe siècle, je veux dire le juif tchèque écrivant en langue allemande dans les années 20, Franz Kafka, juriste de formation et aussi jusqu'au bout de profession, Kafka, grand obsédé de la loi, une loi dont on ne sait au juste s'il faut l'écrire avec un tout petit L ou un très grand L. L'œuvre énigmatique de Kafka déploie l'expérimentation de l'effondrement des institutions juridiques. Elle donne le spectacle de la perversion de la justice. Tout le monde se souvient de ces législateurs absents et pervers, de ces juges arbitraires, de ces avocats marrons, de ces bourreaux tatillons, de ces procédures absurdes. Mais que se cache-t-il au juste derrière cette monstrueuse représentation de l'univers juridique?
on devine d'emblée que Kafka ne se situe pas exactement dans la lignée des traditionnelles critiques de la justice, d'Aristophane à Dickens, de La Fontaine à Anatole France. Sous sa plume, ce sont des abîmes autrement profonds qui se creusent. Les dysfonctionnements de la justice ne sont chez lui que des symptômes. Mais des symptômes de quoi, au juste? Certains, ses plus proches amis comme Max Vroth ou son traducteur Alexandre Vialat, font de Kafka une sorte de saint laïque, animé d'un idéal de justice inaccessible que seul pourrait satisfaire l'intervention d'une forme de justice divine. Puisses-tu venir, tribunal invisible, porte le journal de Kafka, en date du 20 décembre 1910. D'autres, comme Elias Canetti, avancent des explications biographiques, autobiographiques, interprétant le procès, par exemple, comme la traduction littéraire de la mise en accusation de l'auteur à l'occasion de la rupture dramatique de ses fiançailles. Rejetant ces explications par l'autoculpabilisation, d'autres auteurs, comme Deleuze et Guattari, par exemple, lisent l'œuvre de Kafka comme celle d'un pervers heureux, cherchant dans l'écriture infinie et déconstructive un moyen d'échapper à la loi et d'abord à la loi paternelle. D'autres auteurs encore, et non des moindres, tels que Hannah Arendt, y ont vu une anticipation, et comment ne pas le voir, une anticipation prophétique de l'univers totalitaire, rouge et noir, qui allait bientôt se déchaîner, particulièrement à l'égard des communautés juives d'Europe centrale, celles-là même auxquelles Kafka appartenait. Toutes ces interprétations recèlent leur part de vérité sans qu'aucune n'épuise le sens de cette grande œuvre énigmatique. Quant à moi, sans renier aucunement la pertinence de ces interprétations, je voudrais continuer à en réfléchir le sens dans la perspective qu'est la nôtre ce soir des rapports entre droit et littérature. Je voudrais proposer une lecture en termes d'échec de la structuration symbolique des rapports interhumains, une lecture en termes de régression corrélative à ce que j'appellerais une archaïque loi de nécessité. Je suivrai ici l'enseignement, une fois encore, de Paul Ricoeur, qui rappelle que l'accès à l'univers de la loi morale et juridique, présuppose l'intériorisation de la grammaire symbolique des rapports interhumains, figurée par l'usage des pronoms personnels. Les pronoms personnels. Le « je », qui traduit l'autonomie assumée d'un sujet qui parle en première personne. Le « tu », qui est le signe de l'altérité reconnue. Le « il », qui prélude à l'institution du tiers. On peut alors soutenir que l'univers kafkaïen, et celui du procès en particulier, traduisent l'effondrement de cette constitution symbolique de la socialité, et notamment, et c'est capital pour l'univers du droit, l'impossibilité de l'intervention médiatrice du tiers, c'est-à-dire le juge, la loi, qui triangule les différends et inscrit les rapports humains dans une visée d'universalité. La première étape de ce processus est l'effondrement du « il ». Elle se traduit par le thème kafkaïen de l'inaccessibilité des juges et de l'inintelligibilité des lois. Chaque fois qu'on croit s'en approcher ou les saisir, ils se dérobent. De la loi ne surgit que l'écho de vieilles légendes et des pratiques superstitieuses. Quant au juge de son procès, Joseph K. ne la rencontrera jamais, en dépit de tous ses efforts. Comme l'homme de la campagne, il aura consumé sa vie à attendre l'autorisation de passer les portes de la loi. La deuxième étape de la déconstruction de l'univers symbolique est marquée par la déchéance du « tu », la corruption des figures d'autorité. Sur le modèle de son propre père, que Kafka décrit dans la lettre au père, texte admirable qu'il faut lire et relire, que Kafka décrit comme un tyran domestique, eh bien, au modèle de son propre père, les figures d'autorité que dépeint son œuvre ne parviennent jamais à transmettre la loi. Prolifèrent dès lors dans son œuvre les officiers arbitraires et cruels, comme dans la colonie pénitentiaire, les fonctionnaires tatillons et abusifs dans le château, les juges vénaux, les législateurs despotiques. Dans cet univers, les privilèges immérités cohabitent avec les peines injustes, et l'allégorie de la justice évoque l'image de Diane Chasseresse plutôt que celle de glaive et de la balance.
Cette justice est perverse et trompeuse. Elle est incapable d'assumer la loi, ce qui, notons-le au passage, la rend étrangement proche de ses victimes, les accusés. Enfin, la troisième étape de cet écroulement de l'univers symbolique de la socialité est l'écrasement du je sous une culpabilité dévorante, comme si le moi devait se substituer à la loi absente et au juge défaillant dans la tâche impossible d'avoir à dire le droit. Le tribunal ne veut rien de toi. Il te prend quand tu arrives et te laisse quand tu t'en vas, dit l'aumônier des prisons à Joseph K. dans le procès. Rongé par cette culpabilité, tiraillé entre pulsion et protestation d'innocence, diabolique en toute innocence, Joseph K. vit une lente métamorphose, la métamorphose encore un thème kafkaïen, métamorphose de l'innocent en coupable. Le procès juridique fait alors place à un processus quasi naturel dont le corps est le premier objet, processus naturel qui se traduit notamment par la transformation de cas dans d'autres œuvres, en toutes sortes d'animaux et parfois même d'objets qui prolifèrent dans son œuvre. Ce dernier trait est à vrai dire essentiel, car il nous conduit à une ultime régression. En effet, l'effondrement de l'institution symbolique du monde ne débouche pas, comme on aurait peut-être pu le penser, sur l'anomie et l'anarchie. Il débouche plutôt sur le pressentiment d'une loi, plus contraignante et plus terrifiante que la loi des hommes, dont l'univers moderne a perdu le souvenir et jusqu'au mot pour le dire. Se laisse alors découvrir ce que j'appellerais une archaïque loi de nécessité, qui ne se laisse saisir que sous la forme du malheur et du mal dont elle frappe ceux qui, sans le savoir, la transgressent. Kafka renoue ainsi avec l'antique univers de l'impureté et de la souillure, une souillure qui contamine comme une force naturelle et malfaisante. Cet univers est totalement étranger aux bonnes et aux mauvaises intentions du sujet. Cet univers, c'est celui de la justice immanente, dont les arrêts sont aussi inexplicables qu'implacables, et qui fait que, comme le dit la première phrase du procès, un beau matin, on se trouve arrêté sans savoir pourquoi. Entre une justice idéale à laquelle il a certainement aspiré et cette justice immanente qu'il a certainement toujours redoutée, Kafka construit une œuvre immense et énigmatique. Seul l'Orestie de Eschyle s'était approché d'aussi près des abîmes au-dessus desquels la justice s'institue. Mesdames, Messieurs, arrivés au terme de ce parcours buissonnier dans le continent des lettres, je m'avise qu'une vie entière ne suffirait pas à en faire le tour. Il eût fallu au minimum encore évoquer la figure du docteur Faust, qui avait vendu son âme au diable et qui tentera en vain de rompre l'horrible marché. On aurait dû évoquer la figure d'Antonio, le glorieux marchand de Venise, qui lui aussi avait conclu un pacte léonin et qui faillit être contraint de payer ses dettes d'une livre de sa propre chair. Il eût fallu suivre les révoltes et les procès de Michael Colas, l'indomptable rebelle justicier de Kleist. De même, j'aurais dû rappeler encore les contorsions lamentables de Busiris, le juriste de Hector dans La guerre de Troie n'aura pas lieu de Jean Giraudoux, Busiris qui parvient à force de compromission à faire du droit la plus puissante des écoles de l'imagination. Je voudrais aussi souligner pour terminer qu'il faudrait faire justice, beaucoup mieux que mes analyses le faisaient, à la dimension proprement littéraire des œuvres étudiées. Jamais, en effet, les textes littéraires ne se réduisent au statut ancillaire d'ornementation d'une thèse philosophique ou d'alibi humaniste d'une démonstration juridique. Il faut donc toujours s'employer. À peine a-t-on fini de développer une lecture, il faut s'employer à rouvrir les virtualités du texte et le jeu des interprétations. Il aurait fallu rappeler, par exemple, en marge du tragique de Kafka, ces pages comiques et grotesques qui en accentuent encore l'énigmatique beauté. Il aurait fallu arracher Antigone aux postures édifiantes dans laquelle on la cantonne volontiers, en suivant la piste suggérée par Jacques Lacan de la pente incestueuse et mortifère de son amour sororal. Il aurait fallu déceler, en lisant entre les lignes de la prose souvent édifiante de Daniel Defoe,
Il aurait fallu voir les traces d'autodérision de Robinson, qui empêche de réduire son aventure solitaire à la seule apologie du travail ascétique. Le philosophe du droit qui aborde en terre littéraire me fait l'effet de Colomb prenant pied dans le nouveau monde, ignorant qu'il est de la nature exacte de sa découverte. Île ou continent, Inde ou Amérique. Bien des surprises l'attendent assurément. Et il sera bientôt contraint de modifier le tracé des cartes qu'il a dressées présomptivement. Ainsi pensait-il partir en quête des fondements du droit, mais s'il en a trouvé assurément du côté de la loi, du juge, de la conscience, des abîmes n'ont pas manqué de s'ouvrir sous ses pas, des abîmes qui relancent la question du fondement du droit du côté du crime, de l'imposture, de la violence, d'une très archaïque loi de nécessité. D'autres histoires se devinent là, des histoires qu'il faudrait raconter et réfléchir, qui diraient la face cachée du droit et des institutions, leur dimension refoulée sans doute, mais toujours prête à faire retour sous le mince vernis de la civilisation. Platon, le philosophe de la cité idéale, bannissait les poètes et les tragédiens, ces dangereux rivaux, dans l'art du faire croire. Je forme quant à moi le vœu que dans la cité réelle, la nôtre, les princes et les législateurs leur prêtent une oreille plus attentive, au moins quelquefois. Je vous remercie. François Host, merci. Nous allons passer aux questions. Oui, tout en haut de l'amphithéâtre. Bonjour monsieur. S'il vous plaît, je voudrais vous poser une question au sujet d'une expression droit positif. Pouvez-vous me renseigner, s'il vous plaît? Merci. Merci de cette question. C'est une expression technique juridique. C'est tout simplement le droit en vigueur. Depuis 2 siècles, les juristes ont banni dans les facultés de droit le droit naturel, prétendent étudier le droit comme un donné d'observation, un donné empirique, un corpus scientifique. On appelle ça le droit positif, c'est-à-dire le droit posé, le droit édicté, en vigueur, tel que publié dans le journal officiel, par exemple, par opposition au droit naturel. Vous aurez compris certainement que, quant à moi, je pense que le donné, et heureusement du reste, sur lequel travaillent les juristes, et le droit qui se pratique réellement dans les cours et tribunaux ne se limite pas aux normes qui sont formellement édictées et qui, au contraire, font appel à toutes sortes de règles non écrites, coutumes, principes généraux du droit, notamment règles jurisprudentielles, qui sont comme l'esprit du droit au-delà de sa lettre et qui permettent précisément d'actualiser, d'assouplir, d'harmoniser les textes juridiques. Il est d'ailleurs à remarquer que dans la texture du droit moderne, du droit contemporain, de plus en plus, les textes de loi contiennent des concepts à géométrie variable, des concepts flous, qui nécessairement impliquent la mise en œuvre de jugements de valeur ou de jugements de réalité, enfin je veux dire qui impliquent une prise en compte de la réalité extra-juridique. Lorsque, par exemple, aux articles 8 à 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il est question de lois qui doivent être nécessaires dans une société démocratique. La Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg est contrainte d'interpréter le sens du mot démocratique. Il n'y a pas de définition juridique exhaustive de ce terme, ce qui nécessairement mobilise alors un arrière-plan immense de conception politique. Et votre question, dont je vous remercie, me permet donc de dire que dans le travail quotidien du juriste, il est donc très important que les juristes soient non seulement d'excellents techniciens, je veux dire de bons connaisseurs du droit positif, mais aient aussi quelques lumières sur ce qui se passe dans la société autour d'eux
j'ai la faiblesse de croire que la lecture des textes littéraires, grands ou petits, peut contribuer à cet apprentissage. Une question sur la droite. Bonsoir. Concernant cette opposition entre droit positif et droit naturel, est-ce que vous pourriez revenir sur le geste d'Antigone quand elle refuse en fait la loi fixée par Créon? Merci de me relancer la balle et de dire quelque chose que je n'ai pas eu l'occasion de dire ici. Donc, tout le monde se souvient de l'histoire d'Antigone parce que chaque époque aussi a eu son Antigone. Il faut lire le livre de George Steiner sur les Antigones. Voilà encore un grand mythe qui a donné naissance à d'innombrables réécritures. En première lecture, c'est donc le geste courageux d'une fille très jeune dans un monde machiste et de vieux, c'est-à-dire la cité grecque, qui se dresse contre l'interdit de son oncle Créon et qui, par amour pour son frère Polynice, décide de braver l'interdit au risque de sa vie et d'aller l'enterrer de ses mains pour lui épargner le pire des châtiments, c'est-à-dire l'errance comme une âme en peine, ni mort ni vivant. Donc dans la religion grecque, il fallait être enterré pour pouvoir bénéficier d'une vie après la mort, si on peut dire. Donc on a coutume de lire cette pièce de Sophocle comme l'archétype, je dirais, de la résistance face au pouvoir, comme l'archétype de l'expression du droit naturel face au droit positif. Face à l'édit, à l'ukase du pouvoir en place. Cela est vrai, bien entendu, cette lecture n'est pas fausse, mais je pense qu'aujourd'hui, les spécialistes, notamment toute l'école Jean-Pierre Vernant, Jacqueline de Romeilly, Suzanne Saïd, et puis Steiner lui-même, déjà à la suite de Hegel, nous proposent une lecture peut-être plus nuancée, plus dialectique, qui est peut-être à tout prendre plus intéressant, comme si le bien et le mal ne se partageaient pas de manière aussi radicale entre Créon et Antigone, parce qu'au fond, Créon n'est pas... on ne peut pas dire que la justice soit du côté d'Antigone exclusivement, de même la religiosité. À sa manière, Créon pratique une forme de religion, simplement, ce n'est pas la même que celle d'Antigone, ce sont les dieux des vivants, les dieux de la cité, et pas les dieux des morts. Il respecte une certaine catégorie de droits, c'est le droit positif de la cité. Son interdit n'est pas tyrannique, il n'est pas délirant. Thucydide et Hérodote nous rappellent que dans d'autres cités grecques prévalait aussi l'interdit d'enterrer les traîtres. Donc, il ne faut pas caricaturer et penser que l'ordre de Créon est l'ordre d'un tyran. Mais ce qui est vrai, c'est là qu'on entre dans la finesse de la pièce de Sophocle, ce qui est vrai, c'est que, admettons même que l'ordre de Créon n'était pas délirant ou tyrannique, il devient tyrannique avec le temps et dans son cas d'application à la personne d'Antigone, qui n'est pas n'importe qui est la sœur du mort, la sœur de Polynice. Autrement dit, le droit est fait pour être appliqué et être appliqué avec équité. Je veux dire par là qu'une règle peut être juste dans son principe, mais injuste dans son application. Et c'est justement pour ça que le droit ne se limite pas à la règle du législateur. Il demande encore à être mis en œuvre, médiatisé par des juges qui peuvent faire intervenir justement d'autres principes, d'autres considérations, vu les circonstances de l'espèce. Et c'est justement cette logique-là qui se développe dans la pièce, où tous les interlocuteurs de Créon lui disent « mais ton ordre n'est pas injuste, mais tout de même, vu les circonstances, vu que le peuple est en train de prendre fait et cause pour Antigone, vu que sa cause a ému, son geste est tout de même un geste héroïque, etc. Pour toutes ces considérations, il y aurait peut-être lieu d'assouplir l'édit. Alors, quelle est la leçon qu'on peut en retirer, au-delà de la première leçon qui n'est pas fausse, qui est de dire le personnage d'Antigone est admirable puisqu'il exprime le courage de la résistance face au pouvoir en place. Mais la seconde leçon qui me paraît plus fine est de dire que, au fond, dans une cité bonne,
une cité qui essaye d'être démocratique, comme celle de Sophocle au 5e siècle avant Jésus-Christ, eh bien, la nature profonde des lois est d'être soumise à discussion. Et je pense que c'est ça le message des Grecs. Il n'y a pas de modèle préétabli de ce qui est juste ou injuste. Il n'y a de préétabli que l'obligation d'avoir à discuter dans le respect mutuel. Aidos et dike, ça on l'a vu tout à l'heure, c'était le présent de Zeus. Donc le véritable message, me semble-t-il, si on peut dire, à mes yeux, l'interprétation la plus riche de la pièce, c'est le fils de Créon, le fiancé d'Antigone, c'est-à-dire Aimon qui l'incarne, qui ne cesse d'inviter son père à remettre sa loi sur le métier, à accepter la discussion. Et son message tient alors en une phrase qui est de dire la cité n'est pas l'apanage d'un seul. Le véritable tort en politique, c'est le monos phronein, penser tout seul. Donc il n'y a plus dans la cité démocratique de modèle préétabli du juste et de l'injuste, il y a cette obligation de poursuivre la discussion. D'autres questions sur la droite? Bonsoir. Oui, vous avez parlé du droit dans la littérature. Il me semble qu'il y a peut-être un autre angle d'approche qui aurait pu être adopté, c'est celui de la littérature dans le droit, et plus particulièrement ce que les écrivains ont eu à un certain moment à dire du droit et de l'expression judiciaire du droit. Alors on pense bien sûr à l'affaire Calas avec Voltaire, peut-être Victor Hugo contre le châtiment suprême, la peine de mort. On pense bien sûr à J'accuse de Zola dans l'affaire Dreyfus, et sans doute aussi plus proche de nous aux Giono de l'affaire Dominici. Je crois qu'il y a là un véritable questionnement pour les juristes. Pourquoi, finalement, aucun homme de loi ne s'est vu en situation de prendre la parole pour prendre à témoin l'opinion publique de l'injustice qui était en train de se commettre et pour faire en sorte qu'au moins on se pose des questions. Alors quelquefois ça aboutit à une révision du procès, quelquefois ça a eu des effets concrets, d'autres fois c'est simplement resté à l'état de doute dans l'opinion. Mais je pense que les juristes ne se sont pas sentis en position d'interpeller les conceptions juridiques telles qu'elles étaient traduites par le système judiciaire. Et je crois qu'il y a là une véritable interrogation qui concerne alors les juristes. Pourquoi ont-ils laissé la place aux écrivains dans ces moments difficiles? Merci. Oui, je ne voudrais pas défendre la corporation des juristes. Je crois que je ne suis pas suspect de corporatisme à cet égard-là. Je pense tout de même qu'à toute époque, il s'est aussi trouvé des juristes courageux dans les ligues des droits de l'homme et ailleurs pour défendre le point de vue du faible. Mais vous avez parfaitement raison pour dire que les voix qu'on a entendues et les voix qui ont porté, les voix qui ont fait l'opinion publique, ce sont celles de ces grands écrivains. Alors, pour moi, ce n'est pas la littérature dans le droit, c'est encore le droit traité, des questions juridiques traitées par de grandes plumes littéraires, et ça, me semble-t-il, vous avez raison d'y insister, c'est un sujet d'étude intéressant, c'est le rôle d'avant-garde, je dirais, d'une certaine conscience critique que jouent les grandes plumes, les grands auteurs, qui sont alors dans le rôle de ce que j'appelais la subversion critique, qui dénonce les impostures, les demi-vérités, les mensonges du pouvoir en place. C'est un rôle tout à fait essentiel, mais je crois que c'est une variété sur laquelle je n'ai pas insisté. C'est une des variétés d'écrivains qui parlent d'enjeux juridiques. Reste qu'effectivement, on pourrait étudier aussi la littérature dans le droit, mais ça c'est autre chose à mon avis, c'est étudier les aspects proprement littéraires du discours et de l'écriture juridique. Ce n'a pas du tout été mon propos ce soir, mais il y a des choses très intéressantes à dire. Étudier la rhétorique parlementaire, la rhétorique judiciaire, comparer les méthodes d'interprétation des textes littéraires et des textes juridiques. Il y a des choses intéressantes qui ont été écrites là-dessus, notamment aux États-Unis, mais effectivement, ce n'était pas mon propos de ce soir. Mais les juristes n'aiment pas trop reconnaître ce que leurs raisonnements, leurs argumentations doivent à l'imagination. Ils préfèrent plus volontiers
en appeler à la logique formelle, parce que peut-être ils sont très conscients de la fragilité et du caractère très controversable de la logique qu'ils adoptent. Et donc, effectivement, ce n'est pas inutile de montrer sur quel type de terreau extra-logique repose souvent, sur quel imaginaire, et dans ma bouche ce n'est certainement pas une critique, reposent leurs argumentations. Et les juristes gagneraient beaucoup à s'expliquer plus clairement sur ce type d'imaginaire, ça je le crois.